conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémar. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Questions Éco, consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux. Alors le sujet de notre émission du jour, c'est le Liban. Le Liban, un miracle économique permanent. On connaît le Liban, on connaît bien le Liban en France, un petit pays par sa superficie, 10 452 km², mais grand pays par le cœur de ses 5,8 millions d'habitants, une bande de terre le long de la Méditerranée avec la Syrie et Israël comme voisins. C'est le pays du cèdre et pour la France, c'est le pays de l'amitié, une amitié séculaire et éternelle. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans son studio Antoine Assaf, écrivain et philosophe franco-libanais, qui connaît bien notre sujet du jour. Bonjour Antoine Assaf. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, je précise que vous êtes philosophe et écrivain, mais pas seulement, mais vous connaissez aussi très bien le sujet de l'économie du Liban. On pourrait presque dire que tous les Libanais sont un petit peu des économistes, quelque part. C'est un peu vrai. On est tombé comme Obélix dans l'économie petit, oui. C'est ça. Donc, écrivain et philosophe, je l'ai dit. Vous avez 66 ans, vous êtes français et libanais, vous êtes franco-libanais, vous avez les deux nationalités. Oui, depuis les croisades, ça. Oui, les Français et libanais. 3 siècles avant les Bretons. Déjà, oui. Donc, depuis Saint-Louis. Oui. En fait, franco-libanais, ça date de très longtemps. Le passeport est un cadeau, oui. Et vous êtes musicien aussi, vous aimez beaucoup la musique, vous avez fait des études académiques de musique. Vous avez conservatoire, puis j'ai été nommé organiste à Notre-Dame d'Auteuil avec Henri Vesser une vingtaine d'années dans ce village extraordinaire où il y avait Monseigneur de Romanet était curé à l'époque. Oui. Moi j'étais en 76-17. Oui. D'accord, donc grand musicien, parce que organiste quand même à Notre-Dame d'Auteuil, il faut quand même un certain niveau, Antoine Assaf. Alors, vous êtes arrivé, vous avez grandi au Liban, vous avez fait votre enfance au Liban, vous êtes arrivé en France en 1976, c'est-à-dire juste après le déclenchement de la guerre civile, et vous êtes arrivé en prépa littéraire, en classe prépa comme on dit, à Henri IV, qui est un lycée prestigieux, donc directement à Henri IV, le mythe. Ouais. Vous deviez déjà être, j'imagine, un bon élève au Liban. Chez les Jésuites, oui. Chez les Jésuites. Vous étiez à Beyrouth ? Oui, c'est à Notre-Dame de Jamour, c'est 300-400 mètres au-dessus de Beyrouth, oui. D'accord. Donc, et après votre prépa littéraire, vous intégrez la fameuse Normale Sup. Vous êtes un normalien de la rue d'Ulm. C'est-à-dire, nous étions... J'étais pas naturalisé encore, du coup, nous avions un statut étranger. Ah. Donc, on n'avait pas de contrat avec l'école. Les 10 ans d'enseignement, vrai, mais j'en ai enseigné 40 sans avoir le contrat. Donc, vous avez enseigné aussi la philosophie ? Bien sûr, la philosophie, la Sorbonne, puis après, j'ai élargi pour l'école de guerre, l'école navale. Oui, parce que vous êtes docteur en lettres, docteur S-lettres, pardon, de la Sorbonne. Vous avez fait une thèse avec Pierre Boutan, je dirais presque le grand Pierre Boutan. Ouais, j'ai commencé avec Lévinas, et Pierre Boutan, d'un seul coup, a été élu avec grand fracas à la place de Lévinas. Ah oui. Quelqu'un d'arrive d'Auschwitz, et Pierre Boutan, qui est le royaliste catholique. Oui. Ça a fait une révolution à la Sorbonne, mais les deux étaient tellement proches que c'est Lévinas qui a protégé Pierre Boutan. Et qui a protégé Pierre Boutan. Oui, parce qu'il considérait qu'il était très proche de la culture juive, et puis l'antisémitisme d'État qu'avaient les Maurrassiens ne touchait pas Lévinas. Il considérait que Pierre Boutan... Puis notamment Pierre Boutan qui n'avait pas du tout cette fibre-là. Non, puis il était dans le séminaire, il y avait beaucoup de juifs, des rabbins même qui venaient travailler avec lui. D'accord. Alors, vous avez fait des études de théologie aussi à la Cato, mais aussi à Rome, et parmi vos nombreuses activités, conférencier à l'école navale, à l'école de guerre, officier de réserve dans la marine, capitaine de frégate. Ah oui, on dit quoi alors, c'est l'équivalent dans l'armée de terre de capitaine de frégate. Colonel, ouais. C'est le colonel. Donc c'est le plus haut grade. C'est le plus haut grade qu'on puisse avoir dans la réserve, j'imagine. On peut être colonel, lieutenant-colonel. Certains peuvent être amiraux, mais c'est un titre honorifique à ce moment-là. Oui, d'accord. Donc vous êtes un marin et vous êtes un homme de radio aussi. On a voulu fonder une radio en 80-81. C'était Bachir Gemayel qui allait être élu président de la République. Et puis on a fait ça pour le dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Et on a bien réussi, mais malheureusement, parmi les ondes privées à l'époque, nous n'avons pas été retenus par Mitterrand. Ah d'accord, et ça s'appelait Radio du Cèdre, c'est ça ? Radio Cèdre, voilà. Radio Cèdre. Ouais. On était dans le 13e.
Bon, Mitterrand a fait une erreur, il aurait dû vous donner la fréquence quand même. Il y a Radio Orient. Alors, vous êtes intervenant souvent sur Radio Notre-Dame, bref, vous fréquentez les studios radio, vous êtes là aujourd'hui sur KTO Radio, on en est ravis. Vous êtes bien sûr auteur, vous avez écrit, je ne vais pas tous les citer, des ouvrages sur Pierre Boutan dont nous venons de parler. En 2014, vous avez écrit Habemus Papa, lettre ouverte au pape de Rome, au pluriel, les papes de Rome. En 2015, l'islam radical, chez Erol. De la poésie, Poetica Belli, Ovadia, édition Ovadia en 2018. Ouais. C'est bien ça. Et avant, c'était en 2000 chez Fayard, Terre Blanche, journal d'un otage au Liban, parce que vous avez été otage au Liban entre septembre 83 et octobre 1984. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai voulu un peu suivre cette guerre au moment très semblable, celle d'aujourd'hui. L'invasion du Liban par l'armée israélienne pour s'attaquer à Arafat, qui était un peu la puissance de l'époque comme Hamas l'est aujourd'hui. Et j'ai voulu suivre cette guerre qui devait aboutir à la signature de paix avec Israël. Et dans la région où j'étais, bien sûr, Israël s'est retiré et puis l'armée syrienne a pris possession de toute cette montagne. Il y en a ceux qui ont été massacrés par les milices un peu sauvages, d'autres qui ont été détenus comme moi. Et puis nous avons subi cette détention que beaucoup d'autres otages français ont connue, comme Kaufmann, Seurat, après 83 Sphère lui-même et d'autres. Et alors moi, je l'ai connu et c'était une expérience longue de 13 mois et demi. D'accord. Donc, qui m'a permis de comprendre la cause de l'intérieur et d'écrire un livre qui soit un peu inspiré de la voix de ceux qui n'étaient pas le nôtre, et de ceux qui ne voulaient pas la paix avec Israël. Parce que la communauté chrétienne était porteuse de ce projet. Elle revient aujourd'hui, normalisée avec Israël. Normalisée avec Israël. L'époque est très semblable, et je remercie Dieu de m'avoir redonné une deuxième chance de vie. Il y a eu des échanges d'otages nécessaires pour ceux qui étaient alliés avec l'armée syrienne. Puis ils ont fini par me libérer après m'avoir condamné à mort quand même. Ah, vous étiez condamné à mort, donc vous avez ce statut de condamné à mort. Vous étiez dans les couloirs de la mort, comme on dit, mais quand même, ça fait plus d'1 an de détention. J'imagine que c'est angoissant, surtout quand on est condamné à mort. Alors là, on parle du Liban tragique. Oui. Le Liban tragique, mais avant 75. En 75, c'est la date à laquelle éclate la guerre civile, notamment entre chrétiens et factions palestiniennes, si je ne m'abuse. On dit que le Liban vivait dans la paix et la prospérité, que c'était la Suisse du Proche-Orient au niveau économique, un poumon économique formidable. Vous confirmez ? Oui, c'est une métaphore qui provient en fait parce que le Liban, c'est la chaîne des montagnes qui arrive de la Turquie, d'Anatolie, qui se termine au sud Liban et après, à l'est comme au sud, il y a des déserts. Du coup, vous avez une sorte, le pays le plus proche du Liban, à mon avis, c'est la Corse. Les cèdres, c'est le Cinto, la montagne de 3000 mètres d'altitude. Et les Libanais, nous avons tous, je suis né dans un village de 1100 mètres d'altitude, à Megève presque. La neige, je l'ai connue tout enfant. Beyrouth était à 25 minutes, du coup, la mer est tellement proche que dans les saisons de mars-avril, les gens peuvent se baigner et faire du ski en même temps dans les cèdres. C'est un pays quand même qui est particulier, c'est une exception, c'est une note musicale harmonique dans un pays qui est très désertique autour. Quand vous allez vers le Negev, la Syrie, l'Irak, c'est le désert. Donc il mérite cette métaphore et puis la Suisse doit être heureuse parce que tous nos pauvres milliardaires prennent leur retraite là-bas ou sauvent leur fortune chez les Suisses. Il y a aussi cette métaphore bancaire. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de banques, en fait. Là, le secteur bancaire était très fort au Liban. Voilà, les banques, ça n'est pas étonnant, là où la monnaie a été inventée. Donc, le système libanais, c'est qu'il se réinvente lui-même. Positivement, négativement, il y a un système. C'est aussi la métaphore vient de là aussi. Il y a la Suisse du Proche-Orient parce que on pouvait garder sa fortune, il n'y a pas beaucoup d'impôts et c'est une sorte de paradis fiscal par rapport au Proche-Orient. Oui, et alors, et l'agriculture aussi, qui était assez puissante, elle pesait 30% environ de l'activité économique du PIB du Liban. Et alors, vous parliez des déserts.
Mais je crois que le Liban est le pays de la région, de cette région du Proche-Orient, qui a les terres les plus fertiles, beaucoup de terres arables qui permettent de faire beaucoup de cultures. Des sources d'eau. Des centaines de sources d'eau. Et on vient de découvrir le gaz, l'avenir du Liban. Mais on parle d'agriculture libanaise parce que ce sont deux chaînes de montagnes, en fait, le Liban et l'anti-Liban, qui après c'est la Syrie, séparées par une plaine. Et la plaine de la Bekaa, depuis l'Empire romain, César l'appelait le grenier de l'Empire. Parce qu'on y fait du blé aussi. Du blé, des fruits. Beaucoup de pommes, d'olives et surtout, ce produit un peu de ce qu'on appelle l'opium, le drogue, tout ça. Oui. Et les paysans le font ouvertement, ils le vendent aux hôpitaux, mais il y a une mafia locale qui fait que... on sait très bien qu'au Liban, il y a des choses qui se font sauvagement, illégalement, mais surtout les fruits, les pommes qui sont exportées vers l'Arabie Saoudite, abricots, les raisins, tout. C'est un pays aussi, en plus d'être une terre proche de la Terre Sainte, c'est le pays du miel et du lait aussi, et des fruits. Oui, où coule le miel et le lait. On se croirait là, on se croirait dans les évangiles là, ou dans l'Ancien Testament, le miel, le lait partout, etc. Donc un pays agricole, un pays bancaire et financier, un pays industriel aussi qui marchait bien, qui avait une place, j'imagine, importante dans l'économie de la région. Absolument, parce qu'au Proche-Orient, voyez-vous, les princes arabes d'Arabie Saoudite, surtout les Émirats, ont regardé le Liban un peu comme leur station d'été, quoi. Oui. Et ils utilisent le verbe estiver. Enfin, on leur a dit c'est l'estivation, mais les moutons estivent, mais pas les hommes. Mais il y a le verbe estiver qui est rentré dans la langue libanaise. Ils construisent leur villa. Et là où je suis né, à Bamdoungar, sur la route de Damas, 1100 mètres d'altitude, l'air y est d'une pureté incroyable. Il y a la vallée qu'on appelle Lamartine, parce qu'Alphonse de Lamartine a traversé en 1831-32 avec sa famille cette vallée extraordinaire. Il a laissé des traces, des écrits. Les chrétiens y sont, et les princes d'Arabie Saoudite aiment beaucoup traiter avec la communauté chrétienne. Oui. Parce qu'ils sont reçus comme des princes. Quand ils vont à Londres ou dans les capitales européennes, il y a ce regard vers l'oriental qui les gêne. Et quand ils arrivent au Liban, le Libanais, alors ils ont construit des stations d'été, ils y sont, et puis ils placent leur fortune dans les banques libanaises. Voilà. C'est des banques ouvertes avec un système un peu à la manière suisse. Il y a un secret, il y a des intérêts intéressants, et puis il y a un rapport avec les banquiers qui est presque familial. Là, vous parlez du tourisme en quelque sorte des émirs. Alors on dit que je crois qu'à Beyrouth, il y avait des casinos, il y avait de quoi s'amuser aussi. C'était une ville très, très vivante. Du port de Tyr du sud jusqu'à celui de Tripoli, en passant par Sidon, Beyrouth, Jounieh, Byblos, Amchit, et vous arrivez à Tripoli, ce sont les plus vieux ports du monde. Et puis la mer, avant la guerre 75, était d'une beauté, la sable d'une grande beauté. Et puis il y avait des stations maritimes, ce sont des vieux ports, mais malheureusement la côte est un peu abîmée maintenant, mais ça renaît, et on donc espère. Il y a un potentiel touristique qui existe qui toujours. Est énorme. C'est le tourisme. Et l'économie de la mer, j'imagine. L'économie de la mer, mais attention, dans nos livres de géographie, quand on dit de quoi vit l'économie libanaise, on a une formule clé qu'on recite, c'est que des initiatives privées des hommes d'affaires libanais à travers le monde. Oui. Et ces initiatives privées, c'est un accord presque secret entre les ministres et ces milliardaires libanais. Et ça continue à l'être aujourd'hui. Alors, il y a eu la guerre. Bien sûr, ça a eu un impact économique très important. On parlait de l'agriculture. Elle a fortement diminué entre 1975 et aujourd'hui. Parce que je crois qu'aujourd'hui, elle représente à peu près 6% de l'activité économique du Liban. Et il y a eu, vous parlez des initiatives privées, une situation qui a conduit à ce que vous appelez un miracle économique permanent, oui, avec notamment cette adaptation du peuple, l'initiative du peuple, un peuple qui sait se montrer résilient, comme on dit aujourd'hui,
qui sait inventer, qui sait se débrouiller, faire avec les moyens du bord. Oui, vous êtes en train de paraphraser sans le savoir peut-être le discours de Charles de Gaulle quand il est arrivé dans ce pays 2 fois, en 19 et en 40. Et en 30, il a fait un discours devant les étudiants de l'université jésuite, qui a été fondée en 1870, c'est le 19e siècle, une faculté rattachée à Lyon 3, où il leur dit: je vois la force des Libanais, des travailleurs capables de se lever tôt le matin, de faire 2-3 métiers différents, vendre ses fruits, sauter dans une voiture, rendre service. Mais tout cela, tous ces services explosent individuellement dans un effort incroyable, mais vous n'avez pas un État qui vous protège pour permettre à la sécurité sociale d'exister, à ce qu'il y ait un intérêt à un État. Vous êtes tenu par des chefs, une sorte des féodaux. Oui. Chaque région elle-même exploite ses énergies et promet à ce peuple des services rendus. Mais cela ne crée pas un État. Et il a eu raison, de Gaulle, parce que cela continue aujourd'hui. Il y a les initiatives personnelles. Chaque Libanais est un entrepreneur en lui-même, capable d'utiliser son jardin, ses efforts d'éduquer ses enfants, trouver l'argent nécessaire. Mais vous avez aussi le service bancaire. Ces banquiers ont une relation avec les banquiers du monde entier à tel point qu'ils tiennent le peuple, puisque la dette du Liban dépend des banquiers. Elle n'est pas internationale. Et ces banquiers, c'est une dette domestique, comme on dit. Comme on dit, oui, parce qu'ils tiennent la dette, ils jouent avec les intérêts, ils la favorisent, et tout l'argent qui arrive de l'international, de la diaspora, passe par ces banques et crée au Liban ce qu'on appelle le cash economy, c'est-à-dire de forme de liquidité qui circule et qui ne permet pas, par les impôts, à créer un service d'État, des transports, les hôpitaux et tout le reste. Nous restons un peu commandés par ça. L'Amérique, aujourd'hui, a promis d'aider le Liban, mais à condition que cette économie disparaisse. Oui, on va en parler, notamment à propos de l'aide internationale et de cette économie qu'on pourrait dire incontrôlée. Mais on va marquer une première pause musicale dans cette émission. C'est vous qui avez choisi la programmation musicale avec Fayrouz, une chanteuse libanaise célèbre. Absolument, alors, qu'allons-nous écouter là pendant 3 minutes, Antoine Assaf ? C'est une chanson presque qui est un peu l'hymne national de la diaspora libanaise, parce que celui qui l'a écrite, Ancash, vivait en Argentine, et il s'est inspiré de ce tango, la danse du tango, mais il l'a orientalisé. Et en orientalisant cela, est chantée par Fayrouz, qui est vraiment la voix nationale, un peu cette chanteuse passionnariat. Et la diaspora libanaise, quand elle écoute cette chanson, elle se tourne vers les montagnes libanaises, elle verse ses larmes, mais elle verse aussi d'autres choses que des larmes, des milliards de dollars pour sauver ce pays. Eh bien, on écoute tout de suite Fayrouz et ce tango orientalisé.
اتخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور هل اتخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور هل تحممت بعطري وتنشفت بنور هل تحممت بعطري. De retour dans le studio de KTO Radio pour l'émission Question Écho avec aujourd'hui Antoine Assaf et une émission qui porte sur le Liban et plus particulièrement sur l'économie du Liban. Donc Antoine Assaf, juste avant d'écouter Fayrouz, cette pause musicale, vous parliez de cette économie souterraine et de la question notamment de l'aide internationale. L'économie du Liban, depuis le déclenchement de la guerre civile, a beaucoup tenu aussi sur la capacité de recueillir de l'aide internationale d'Europe, mais aussi beaucoup des États-Unis d'Amérique. Mais apparemment, il y a un problème, puisqu'on estime que depuis les accords de Taïf en 1989, donc les accords de Taïf sont les accords qui ont mis un terme à la guerre civile stricto sensu libanaise en 1989. Donc, eh bien, on parle de 350 milliards de dollars d'aide internationale. Eh bien, cette aide se serait en quelque sorte évaporée. Où est-elle Où est-elle et comment faire pour que cette aide internationale arrive à destination et que les pays, on va dire bailleurs, continuent à donner? Parce que si leur argent disparaît, j'imagine qu'à un moment, ils vont arrêter de donner. C'est-à-dire que le système libanais d'aide, en fait, passe toujours par l'État. Mais il ne faut pas oublier qu'en plus du Parlement qui est divisé entre chrétiens et musulmans, toutes les communautés doivent être représentées, ce qui fait du Liban une démocratie communautaire et non pas communitariste. Elle devient communitariste quand il y a des intrusions extérieures, la cause palestinienne, et ça provoque des guerres pour ou contre la cause palestinienne, et ça a donné la guerre du Liban 75. Mais une fois que l'aide est arrivée, les ministres qui sont nommés au gouvernement représentent toutes ces tendances communautaires. Et c'est ainsi, quand l'aide arrive, ils s'arrangent à ce que chaque communauté, en plus de l'aide qui est consacrée pour les autoroutes, pour l'agriculture, l'économie du pays, de garder un pourcentage pour leur communauté. Il y a une commission. Une commission communautaire, si on peut dire. Qui est de 20%. On les appelle, d'ailleurs, les ministres, non-ministres, on les appelle les hommes de 20%. Parce que 20%, moi, je suis obligé, c'est un peu comme s'ils jouaient le rôle de président du conseil régional, voyez-vous. Ouais. Moi, je veux 20% pour la Corrèze, moi pour la Haute-Loire, moi pour le Grand... Maintenant, les noms ont changé. Le Grand Nord, le Sud, le PACA, voyez-vous. Alors, on se partage une commission de 20%. Oui, ils le savent entre eux. Chacun, parce que sinon, il ne reste plus rien. Alors, attention, il y a la commission pour la région, et il est fier, il va développer sa région, il va même traiter avec des grandes sociétés internationales. La région du Chouf, par exemple, elle a traité, celle où Jean Blatt est le chef, elle a traité avec Lafarge. Lafarge a construit, mais petit à petit, ils ont compris que Jean Blatt a fini par avoir la majorité et les actions. C'était Walid Jumblatt, c'est ça? Absolument. C'était un leader druze, si je ne me trompe pas. C'est le leader druze, vous faites bien c'est-à-dire cette communauté qui est devenue une secte émanant de l'islam chiite et qui a émigré de l'Égypte vers le XIIIe siècle et que les chrétiens ont accueilli sous les croisades à ce moment. Ils se sont battus ensemble, ils se sont battus entre eux et il y a même des mariages entre cette communauté maronite et druze, mais ils ont la région du Chouf. Tellement belle cette région, elle rappelle l'Ardèche un peu, des montagnes qui se succèdent qu'on l'appelle Chouf. Regarde comme c'est beau. Et ils ont des pourcentages, de même que la région chrétienne de Bikfaya, la région du nord des Cèdres, la région de la Beka, la région sunnite, la région du sud des chiites. Et ces communautés chrétiennes, maronites, catholiques, orthodoxes et musulmanes, sunnites, chiites et druzes vont se partager ces pourcentages.
C'est connu, c'est une sorte d'économie un peu, je dirais, féodale, mais dit chacun développe sa région, bah, tu as ta part, j'ai la mienne. On dit 20%. Donc une partie va bien au développement économique. Voilà, mais pendant la guerre, tout simplement, ces pourcentages, cette aide qui est arrivée de l'étranger, et en grande majorité de la diaspora. Cette diaspora qui écoute cette chanson de Fayrouz, qui chante le mystère de l'existence. Donc tous ces Libanais partis en exil, quoi. Alors vous avez les chiites musulmans qui sont en Afrique, qui envoient pour la communauté chiite. Vous avez des druzes qui envoient pour les druzes qui sont là. Vous avez les chrétiens, la plus grande diaspora, 12 millions, 12 dans millions le dans le monde. Mais surtout l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil. Et ça n'a pas donné des chômeurs, ça a donné des présidents de la République, ça a donné des députés, des sénateurs, de gouverneurs, et ça a donné aussi les hommes les plus riches du monde. Carlos Slim, au Mexique. Il a dépassé Musk, il a dépassé Bill Gates et tout le monde. Maintenant, c'est un grand ami de Trump. Vous avez tous ces gens qui envoient des milliards de dollars, chacun pour sa région. Slim a envoyé beaucoup pour la vallée sainte des Cèdres, pour que le patriarche puisse restaurer ses couvents. Les chiites envoient pour les chiites et druzes. Et une fois que l'argent est là, pendant la guerre, malheureusement, une grande partie allait vers l'achat des armes et le renforcement des milices. Et de toute cette trace économique, quand le Liban en pâtissait, on n'arrivait plus à construire les autoroutes, les affaires d'État en détruisaient le Liban avec ses armes. Et malheureusement, après la guerre et après les accords d'Ottawa de 90, quand on a commencé à envoyer ces aides que vous avez cité, jusqu'à 360 milliards. L'argent est arrivé, mais chasser la nature, elle revient au galop. Au galop, triple galop. Et ils se sont partagés. Et c'est Hariri, le Premier ministre de l'époque, qui a été assassiné par Assad en 2005, qui va créer une société qu'on appelle Solidaire pour la reconstruction du centre de Beyrouth et presque d'une grande partie du Liban. Et c'est là où, autour de cette société, dont il était majoritaire, qu'il y a eu aussi des interventions extraordinaires de l'extérieur, des milliards, jusqu'à 9 milliards de dollars pour reconstruire Beyrouth. Et on accuse cette société d'avoir aussi eu des pourcentages. Ça, c'est l'homme d'affaires oriental qui joue. Le pourcentage, le retour de commission, même la France en a souffert. Voyez-vous, dans les défenses, pour les achats des armes. Tous les contrats d'armement. Tous les contrats d'armement. On repense à l'affaire Karachi, voilà. etc. Bon, on a plein dedans. Voilà. La dernière affaire, quand on dit pour lever le fonds, c'est le sommet du Cèdre. Et le sommet de Cèdre, c'est Macron qui l'a lancé avec beaucoup de pays. Il arrive avec 11 milliards 9 d'aide, mais il arrive au Liban, il met une condition. Que si j'envoie cet argent, il faut que l'argent aille après des réformes dans les pays institutionnels qui nous permettent de contrôler l'argent et qu'il n'y ait pas de corruption. Le Hezbollah, qui à l'époque de l'arrivée de Macron était très puissant par les armes et considérait qu'il était la résistance, il a dit non, vous nous devez les 20% habituels. Alors qu'a dit M. Macron ? Macron a refusé. Il a refusé. Et le général Michel Aoun, qui a été avant Joseph Aoun président de la République, n'a pas eu l'aide nécessaire, mais il n'a pas pu non plus gouverner. C'était à son corps défendant, parce que lui, il aurait bien voulu, j'imagine. Bien Michel sûr, Aoun. il a dit, on ne nous donne pas l'argent pour gouverner parce qu'il y a le Hezbollah qui va tout contrôler. Et même en si plus, il s'était en quelque sorte allié avec le Hezbollah, par principe de réalité, pour défendre le Liban aussi, face à Daesh, etc. Vous avez saisi le nœud absolu. C'est compliqué. Allié avec le Hezbollah, mais le Hezbollah avait le poste, en plus des 6 ministres qu'ils avaient, ils avaient le poste du ministère des Finances. Voilà. Et donc le contrôle des finances. Le contrôle des finances. Ouais. Voyez-vous pourquoi le général Michel Aoun, et non pas Joseph Aoun, n'a pas pu vraiment Joseph gouverner. Aoun, c'est le président actuel. Qui est un des élèves dans l'armée de guerre, nommé par le Michel Aoun, était le premier à le féliciter, qu'il a nommé comme chef d'état-major des armées. Ce qui n'est pas le problème de Joseph Aoun actuellement, parce qu'il a l'appui des Américains, et il a l'appui aussi des derniers accords pour démilitariser la milice de Hezbollah, qui a perdu sa dernière bataille que nous avons tous suivie. Oui, avec l'intervention d'Israël, de l'État d'Israël. Qui ont détruit leur système de communication d'une façon spectaculaire. Alors, est-ce que ça va avoir un effet bénéfique, en ce sens où est-ce que ça va débloquer un peu davantage, justement, ces aides, tous ces investissements ? Absolument, parce que le général Joseph Aoun, il a la garantie des Américains. S'il démilitarise, selon les accords de 1701, la milice de Hezbollah, et s'il permet à Israël d'avoir la garantie de sécurité pour le nord d'Israël, la Galilée,
Oui. À ce moment-là, Israël va se retirer du sud du Liban qu'elle occupe actuellement. Elle occupe les 5 collines qui donnent sur la Galilée et sur le Liban. Parce qu'il ne faut pas imaginer que je dis c'est une montagne qui monte jusqu'à Maroc, jusqu'au Golan. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude. Et Israël ne veut pas quitter le Liban tant que le Hezbollah n'a pas cédé les armes. Tant qu'il y a plus de... Il faudrait qu'il n'y ait plus de roquettes qui partent du vers Liban, la Galilée, du sud voilà. du Liban vers le nord d'Israël. Alors, les derniers accords entre les Américains, les négociations avec les Iraniens sur le nucléaire vont porter en même temps sur le désarmement de toutes les milices proxy des Iraniens, c'est-à-dire le Hezbollah, les Houthis, celles de l'Irak et de la Syrie, et puis qui sont presque détruits. Ils ont perdu cette guerre à 80%. À 80%. Le Hezbollah n'a plus ses armes. Donc, il a intérêt à jouer le jeu pour le moment de l'État libanais, le Hezbollah, parce qu'il sera protégé par l'État. On pourrait assister à un renforcement de l'État libanais qui a été très faible en tant qu'État régalien. Hein. Oui. Impossible de faire une planification stratégique économique et puis aussi au plan régalien sur le plan militaire parce que l'armée libanaise était bien plus faible que toutes les milices qui existaient. Et maintenant, elle est renforcée. Et maintenant, elle est renforcée. Donc on peut imaginer que le Liban, aujourd'hui, structure son développement économique. Donc vous êtes optimiste pour les années qui viennent? Si Hezbollah accepte de désarmer, à mon avis, il ira jusqu'au bout. Il y a une sagesse politique chez eux qui prouve... C'est une grande communauté, 1 500 000, la plus grande communauté. Ils ont beaucoup de députés au Parlement, 14, ils ont 6 ministres. Ils peuvent, avec le jeu politique, faire quelque chose, mais ils débloqueront l'aide internationale qui n'arrivera pour la reconstruction. Le sud Liban est détruit. Oui. Comme Gaza ou presque, le banlieue sud de Beyrouth. Elle n'y est pas allée de main morte, l'armée israélienne, là, ces derniers mois. Ils ont pratiqué la même règle qu'à Gaza. On détruit, terre brûlée. Brûlée. Et puis ils ont une maîtrise par les drones, par les satellites, les renseignements. L'affaire des beepers l'a prouvé, quoi. 4000 combattants de Hezbollah qui ont perdu leur système de communication. Non. C'est la grande puissance mondiale, l'Amérique, qui se bat derrière cette milice. Ouais. Et on espère, avec cette aide internationale, reconstruire le Liban, sans oublier la découverte de gaz au sud Liban et même jusqu'au nord. Donc ça, c'est récent. Oui, qui prouve que le Liban est capable, comme tous les pays arabes, de devenir, en plus d'un pays pour les fruits, l'eau, les sources d'eau, les bananes dans le sud et tout ça, les olives, d'être un pays gazier. Un pays gazier, ce qui est un atout important aujourd'hui. Absolument. Ah oui, ça, très important. Le général Michelin l'a initié avec Total, mais pour le moment, Israël, on a tracé les frontières maritimes avec Israël, mais on n'a pas la capacité d'extraire le gaz comme le fait Israël. Ce qui fait qu'Israël est capable même d'accéder à l'intérieur de ces grottes à nos gaz à nous et de faire le travail que nous n'arrivons pas à faire. Mais on espère dans l'avenir de pouvoir, avec Total France, contrôler cette production. Alors, on parle des ressources énergétiques, on parle d'agriculture, on parle de beaucoup de choses. Et on va dire le tertiaire, les services. Plus de 70% du PIB sont sur des services du tertiaire. C'est quand même un pays de lettrés, c'est un pays d'intellectuels, donc le tertiaire est très développé. Voilà, l'auto-entrepreneur, chaque Libanais est capable de développer, mais attention, pendant la guerre, la Syrie a occupé le Liban militairement, mais elle l'a occupé économiquement aussi. Ce qui fait que tous ces services étaient contrôlés par... Chaque fois que vous voulez créer une entreprise, l'armée syrienne, avec ses officiers majeurs et ses consultants, comme ils appellent, elle a créé des sociétés de consultation qui prenaient 30% sur toutes les entreprises qui étaient créées au Liban. Alors. Vous arrivez au Liban, vous avez vos employés, vos salaires. La consultation déguisée, mais qui était contrôlée par l'occupation syrienne, avait 30%. Ce qui fait que Assad, aujourd'hui, qui se trouve exilé à Moscou, réclame à la Banque du Liban un compte qui s'élève à 40 milliards de dollars. Et les officiers courageux qui ont suivi l'affaire d'occupation lui disent « Mais d'où vous viennent ces 40 milliards ? C'est l'argent des Libanais. » Oui. Et c'est pourquoi ces comptes sont confisqués. Pas ceux qu'il a à Moscou, qui, à mon avis, finiront dans les poches de Poutine bientôt, parce qu'il vient d'échapper à une tentative d'empoisonnement, ce qui rappelle la situation de Staline et ses cuisiniers. D'accord. Donc cette économie libanaise pourrait se reconstruire autour d'un État renforcé.
Est-ce qu'on peut imaginer que la situation nouvelle, on va dire d'apaisement, permette de dépasser ce qu'on pourrait appeler la mentalité féodale? Parce qu'il n'y a pas que la guerre civile dans cette affaire. Il y a aussi, vous dites, cette mentalité, cette culture très féodale qui est très ancrée, et clanique, qui est très ancrée. Elle au est Liban. Est-ce que clanique. tout ça, ça peut se dépasser avec le temps pour, Oui, mais attention, elle existe. Il y a le chef Druze dans le Chouf qui est élu et qui vient de nommer son fils comme son héritier. Gemayel, il a aussi ses enfants qui vont il y a une se dynastie, oui. succéder. Là, ceux du Nord, les Frangillés, très grande famille qui Très portent grande le nom famille. des Français, puisque c'est les croisés qui est le mariage pendant les croisades, d'où le nom franc. Vous avez les familles Karamé, les sunnites. Vous avez Mikati, le grand milliardaire, dont une partie de sa famille habite à Monaco. Vous avez les Slim, les chrétiens dont la diaspora est très puissante. Aujourd'hui, quand vous regardez, cet esprit clanique, c'est comme chez les Corses. Voyez-vous, chez les Corses aussi, il y a des habitudes familiales et aussi les Écossais. Il y a des clans, mais c'est des clans qui s'adaptent comme le whisky avec la modernité. Voyez-vous, il y a l'ancienneté, mais qui s'adaptent avec les temps modernes. Alors, on espère qu'avec les accords de Taïf, qui équilibrent les trois pouvoirs, président chrétien, catholique maronite, bien sûr, premier ministre musulman sunnite et présidente du conseil du parlement chiite, un équilibre des trois communautés, et les Druzes, ils auront d'habitude aussi leurs privilèges, que ces privilèges accompagnent la réforme de la Constitution pour la création d'un Sénat. Et si vous créez un Sénat, alors vous mettez tous ces chefs religieux, un peu, voyez-vous, le vieux Larcher, 5 mandats, nos sénateurs, la cave du vin qu'ils ont au Sénat, je donne un peu à la place même où on a les moines, eh bien, on aura un Sénat qui accueille tous ces chefs religieux et se retrouve pour régler le problème de tout ce qui concerne leur communauté, à côté d'une constitution de plus en plus modernisée et laïcisée. Et laïcisée, oui. Et on espère que les accords d'Otaïf, qui évitent d'appliquer cela, pour ne pas vexer ces chefs religieux qui ont encore le contrôle des mariages, il n'y a pas de mariage civil au Liban, et qui ont le contrôle des États par les baptêmes, tout ce qui est cadastre finalement. On espère que la création de Sénat permet cette modernisation du pays. Oui. Ouais. C'est ce que voulait Michel Aoun. Il avait une vision assez nationale. Il pensait qu'il voulait, lorsqu'il était président, un sentiment national. Oui, parce qu'il est issu lui-même d'une famille pauvre. Il s'est fait par l'institution de l'armée. Oui, il ne vient pas de ces clans dont on vient de parler, de ces grandes familles, Frangier, Gemayel, etc. Deuxième pause musicale, Antoine Assaf, toujours avec Fayrouz. Alors qu'allons-nous écouter maintenant? C'est un chant à la Vierge que tous les Libanais chantent, même les musulmans, à tel point que nous avons une fête nationale en mars, qui est la fête de Notre-Dame du Liban, où les musulmans sont présents avec nous à prier la Vierge Marie. Et les musulmans chantent cette chanson aussi, que chantent, nous allons entendre là. Ouais. La voix de Fayrouz est pour toutes les communautés. Elle a défendu même la Palestine. Oui. Ah oui, Très bien. là. Écoutons Fayrouz. يا مريم والبكر فوقتي شمس والقمر وكل نجم
Voilà, magnifique. Merci beaucoup Antoine Assaf pour ce choix. Je précise à nos auditeurs que vous pourrez trouver sur YouTube Fayrouz, si vous voulez chanter en communion d'esprit avec les Libanais chrétiens, mais aussi musulmans pour l'avenir de ce pays qui nous est si cher et qui a beaucoup de ressources, on l'a vu, notamment de ressources morales. Et alors, je voudrais revenir sur cette diaspora. Vous dites, il y a 12 millions de chrétiens hors du Liban, chrétiens libanais hors du Liban, et aussi des musulmans. Alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui sont assez loin, on va dire les Amériques, aussi en Europe, en France, il y en a un certain nombre. Australie, etc. Et il y a ceux qui travaillent à proximité dans cette région du Proche-Orient, et notamment dans le Golfe Persique, en Arabie Saoudite ou dans les Émirats, comme on dit. Alors, comment vous distinguez ces deux diasporas et qu'est-ce qu'elles apportent quand même à l'économie du Liban aujourd'hui ? La plus proche, ce sont surtout les ingénieurs, des gens qui sont dans la construction, les maçons, un peu comme Hariri lui-même, un simple professeur instituteur du sud Liban de Sidon, qui était prof de mathématiques, se retrouve à gérer l'affaire du roi d'Arabie Saoudite pour la construction d'un immeuble. Le roi a vu la rapidité, l'efficacité de cet homme, il l'a chargé d'un autre, etc. Et Rafik Hariri est devenu un grand milliardaires. Ils sont très généreux avec les Libanais et ils traitent avec toutes les communautés, surtout chrétiennes, qui leur fournissent à Aramco. J'ai même un beau-frère qui a travaillé dans les maisons préfabriquées, par exemple. Il est parti avec notre sœur et la famille là-bas, malgré la chaleur. Ils ont confiance dans l'ingénieur libanais. Alors, ils sont autour de 300 000. Ils sont installés en Arabie Saoudite et ils rapportent au Liban autour de 4-5 milliards de dollars par an. Et c'est pourquoi, quand Béchir Gemayel a décidé de signer la paix avec Israël en 82, quand j'étais moi-même là-bas, une des menaces qu'il a eues de l'Arabie Saoudite, c'est que si vous signez, plus d'ingénieurs libanais en Arabie Saoudite. Il a demandé à Begin d'ajourner cette signature ou de commencer par des bonnes relations. Begin, c'était le premier ministre israélien. Menahem Begin. Et Menahem Begin n'a pas accepté. Il a dit « J'ai perdu 1000 hommes dans cette bataille pour liquider Arafat et l'envoyer en Tunisie. Et vous ajournez la paix. » Reagan et Haig, à l'époque président des États-Unis, et le conseiller Haig ont demandé à Begin aussi de donner une chance au Liban. Et malheureusement, Béchir Gemayel a été assassiné par des pro-syriens, mais il avait raison, il y a ce danger. N'empêche, aujourd'hui, on peut dire que Béchir a eu raison, et nous avons raison de normaliser avec Israël, comme la Jordanie et l'Égypte, parce que l'Arabie Saoudite, par les accords d'Abraham, normalise. Et Trump les pousse à normaliser. Oui, ils ont eux-mêmes normalisé en quelque sorte. Absolument. Du coup, les Libanais restent en Arabie Saoudite, tous ces ingénieurs, tous ces constructeurs, ces architectes, décorateurs, sont très respectés parce qu'ils sont pour l'Arabie Saoudite. Aussi. Des financiers, bien sûr. De finances, des financiers, les banquiers sont surtout à Beyrouth, mais quand ils vont là-bas, ils spéculent. Ils spéculent avec des fonds que les princes leur donnent pour gérer des biens. Et entre l'Occident et l'Orient, pour eux, c'est l'homme idéal, le Libanais. Parce qu'il y a un occidental chez le Libanais, trilingue, et il y a aussi un oriental, et une manière, et un respect qu'il a pour ses princes. Je vous donne un exemple, dans toutes les fortunes, les Libanais qui ont des Rolls-Royce et des très belles voitures, ils vont vous dire « je l'ai acheté en occasion à tel prince », parce que le prince renouvelle ses Rolls, comme il renouvelle ses costumes, voyez-vous. Il achète le dernier cri. De même, dans les produits de luxe. Chaloub, c'est la famille qui est responsable de toutes les relations entre les produits de luxe en France et Abu Dhabi et Dubaï. Ça, c'est pour les plus proches, mais vous avez bien évoqué les 12 millions aux États-Unis, la diaspora américaine, surtout du Nord, et celle du Sud, d'Argentine, du Brésil et des États-Unis, elle rapporte au Liban jusqu'à 9 milliards de dollars par an. Ils arrivent par les banques et les banques donnent un taux d'intérêt agréable à ces milliardaires et utilisent. C'est pourquoi les affaires... Ça permet de financer les investissements au Liban. Absolument, et chacun sa région. C'est-à-dire il y a beaucoup d'investissements. Vous avez par exemple un village dans le nord, au pied du Cèdre, Bécharé, qui est construit vraiment par la diaspora. Vous avez un village en face qui ne reçoit pas d'aide de la diaspora et qui est très peu construit. Et vous avez chacun, il y a Gebran Khalil Gebran, le grand poète,
que Fayrouz chante, il fait partie de cette diaspora pauvre qui a quitté le Liban en 1800, presque 70-75, pour fuir les exactions, les impôts et les tortures de l'Empire ottoman. Oui, ça c'était un siècle avant, donc Oui. à l'époque, parce que avant le mandat français et le démantèlement de l'Empire ottoman, le Liban, le Mont Liban était sous l'Empire ottoman, sous juridiction ottomane. Comme l'Algérie, comme tout le Proche-Orient, Comme la Syrie, et la comme ça. Palestine et tout le reste. Et ils ont fui, ils ont construit à Boston une diaspora forte qui reste nostalgique de cette montagne libanaise. Mais cette nostalgie s'exprime par une aide grandiose, de même qu'en Afrique, aussi bien le chrétien chiite aide le Liban à tel point que l'économie de Dakar, de Zaïre, est une économie dirigée par les milliardaires libanais. Ah oui. Le fameux président Ouad avait les Libanais comme conseillers économiques. Ils tiennent parce qu'ils savent monopoliser un achat. Et en Afrique, il ne faut pas oublier, ils ont remplacé, après le départ des Français, tout le commerce que la France avait. Et la France préférait avoir des Libanais qui succédaient plutôt que des Africains pour garder le contact avec l'Afrique. Et c'est pourquoi toutes ces grandes familles françaises ont dit on préfère le Libanais qui vient de Liban et qui s'occupe de l'économie africaine après notre départ. Nous aurons quand même des contacts toujours avec quelqu'un qui est francophone et francophile. Et ils ont réussi leur tâche parce que les Libanais étaient fidèles aux Français. Bien sûr. Alors, c'est un atout pour le Liban, c'est un niveau d'instruction quand même élevé. Et mêlé à un sens des affaires, en quelque sorte, qui fait que ce soit à petite échelle, la débrouillardise du peuple au Liban, ou à plus grande échelle ou à un autre niveau hiérarchique, les grandes fortunes, il y a cet état d'esprit, mais on reste toujours attaché à son identité libanaise. Vous avez saisi un point extrêmement important, c'est que à la base c'est l'éducation. Et l'éducation au Liban, elle émane des missionnaires et de leurs œuvres. Et comme ces missionnaires étaient accueillis toujours comme des héros, comme les pères jésuites des guerres, il y a eu très peu de martyrs. Il n'y en a eu que 2 moines chez les jésuites qui ont été tués au XIXe siècle. Et les musulmans qui ont osé toucher à ces soutanes noires l'ont payé cher, puisqu'ils ont cédé aux jésuites des terres pas loin de la Bekaa, qui a donné la première ferme biologique du Proche-Orient. Aujourd'hui, c'est une ferme très connue dans le monde entier. Et à partir de là, on a construit l'université des pères jésuites, l'école Notre-Dame de Jamour, par exemple, dont est issue une élite qui, quand nous arrivons là-bas en classe de terminale, les classes préparatoires de Louis le Grand, d'Henri IV, Franklin dans l'enseignement privé, nous sont ouvertes. Oui. Et on arrive avec le meilleur niveau pour y accéder. C'est-à-dire que vous, quand vous arrivez, c'est Henri IV. Oui, mon niveau est celui déjà, de... Sur le plan linguistique, vous n'avez aucun problème, parce que vous parlez français presque comme une langue maternelle, au même niveau qu'une langue maternelle. Et vous avez un niveau d'éducation, d'instruction qui vaut largement au niveau Henri IV. Voilà. Et c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas. La preuve, moi je suis dans le domaine littéraire, mais un qui est connu en France, Carlos Ghosn lui-même, qui a fait... patron de Renault. Et il était venu du Brésil, il a fait Notre-Dame de Jamour les Jésuites, puis il a fait des classes prépa, il a passé l'X, et il a remplacé le fameux... C'était qui était à Renault avant lui? C'est Schneider, je crois. Et il a remplacé quand même les plus grands PDG. Et puis il a eu ce tempérament libanais. Il a renforcé Renault, malgré un peu les histoires qui courent entre lui, Macron et les Japonais. Bon, il a échappé bien à tout le monde. Et c'est au Liban qu'il est accueilli. Oui, c'est ça, oui. Et protégé. On se souvient de son évasion rocambolesque. Absolument rocambolesque, qui avait fait la une de la presse. C'était une chose assez incroyable. Eh ben, c'est la diaspora libanaise qui a opéré pour le sauver et le ramener à Beyrouth. Qui l'a sorti d'affaire. Oui. Ouais. N'empêche, quand il est arrivé là-bas, la justice libanaise l'a protégé, mais le Hezbollah a exigé de Carlos Ghosn qu'il paye s'il ne veut pas aller en prison parce qu'il a été en Israël. Donc ils l'ont considéré comme un collabo. Mais un chèque, les chiites ont le sens commercial, un chèque pouvait vous faire pardonner. Tout le monde a le sens commercial, c'est-à-dire que parfois en Europe, en Occident, les gens imaginent par exemple
des chiites religieux islamistes comme le Hezbollah ou les Iraniens comme des gens complètement fous, etc. Mais c'est des gens qui ont une rationalité, qui ne sont pas ennemis de leurs intérêts. C'est-à-dire qu'ils savent raisonner en fonction aussi d'intérêts et d'un principe de réalité. C'est des restes positifs des vieilles civilisations. Si on parle des Perses, on est en plein dedans. Là, parce que... Absolument. Et si les Perses ont conquis toute la région, mais quand même Alexandre a pu gagner contre Darius et il a fait rentrer sur les côtes de Beyrouth et dans la région de l'Orient la culture grecque qui nous a apporté la philosophie et qui nous a permis, sous l'Empire romain, de comprendre ce qu'est la révélation chrétienne. Et il a préparé quand même ce logos dont on parle Saint Jean, qui est notre vérité et notre éclaircissement, et que nous souhaitons, nous, au Liban, transmettre par l'éducation aux musulmans. Nous avons beaucoup de conversions, mais c'est des conversions philosophiques, parce qu'ils disent il y a une forme d'irrationalité. On a beau dire le prophète a conquis, a fait des guerres, il y a une guerre spirituelle par quelqu'un qui n'a jamais giflé quelqu'un, qui est Jésus-Christ, et par la paix intérieure nous mène à une guerre plus haute et plus forte, qui est celle de l'esprit. Et on voit que la haute société musulmane, de communauté musulmane, au Liban, n'hésite pas à mettre leurs enfants chez les jésuites. Et c'est leur expression d'ailleurs pour dire que son fils a réussi dans l'éducation, c'est que c'est un ancien des pères. Donc voilà, et des sœurs. Cet atout de l'éducation. Alors, il nous reste une minute ou deux, quelques mots sur la France. La France n'est pas dans une situation économique facile, elle est très, très endettée aussi. Que peut faire la France pour aider le Liban dans cette perspective nouvelle que vous avez avancée justement? Déjà, il y a le sommet du Cèdre, débloquer ces 12 milliards de dollars, mais contrôlé par les Français, aider le Liban à réformer ses institutions, garder la langue française, la francophonie, parce que c'est une double victoire pour le Liban et pour la France d'avoir cette langue, parce que le port du Liban, le Liban lui-même, pour la France, c'est le seul pays où actuellement le Liban peut arriver et être considéré comme une mère patrie, ce qui n'est pas le cas en Algérie, vous voyez les dernières fois, ni au Maroc. C'est l'Orient un peu heureux, comme au temps des croisades de Saint-Louis. C'est pourquoi quand on accueille Chirac, on met Chirac Saint-Louis, et même Macron a été accueilli à bras ouverts. Et là, il faut qu'il utilise son don de banquier pour rapatrier au Liban cette aide qui est internationale, pour que le Liban puisse en profiter, mais avec les réformes des intentions, sans détournement de ces grands milliards de dollars à travers le monde. Le banquier est emprisonné actuellement au Salamé, et en passant par la reconstruction d'un vrai État tel que De Gaulle l'a souhaité pour le Liban. Et on dit que Michel Aoun s'inspirait beaucoup de Gaulle, je pense que c'est vrai. Tout le monde s'inspire de Gaulle, même Pétain pour libérer la France. Très bien. Alors Antoine Assaf, merci beaucoup de nous avoir instruits sur l'économie du Liban et parler même plus largement de ce pays avec une telle passion. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons le samedi 24 mai pour la prochaine édition de Questions Écho avec Pierre Delauzin, président de l'Association des économistes catholiques. Au revoir Antoine Assaf et merci à vous. Merci à vous, cher Guillaume de Prémar, et je n'oublie pas votre ancêtre, le franciscain, le père de Prémar, qui nous a laissé le plus beau livre sur l'islam et le dialogue. C'est un chef-d'œuvre. Un frère de mon père, voilà. Merci. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémar.